Les opposants sont en train de préparer un coup d'État. Et vraiment, il faut être quelqu'un qui a envie d'être surpris pour ne pas le savoir. Et tout le monde le sait. Et eux-mêmes, ils font semblant. Quand on leur pose la question, comment vous allez faire pour intégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Et non, on est bien, nous on ne fait pas du mal à quelqu'un. Hein. Nous là, c'est les mains nues, on ne va pas faire quelque chose à quelqu'un. Mais Gbagbo, là, un matin, vous allez vous réveiller, là, on vous a giflé et puis son nom est sur la liste électorale. On a compris. Donc aujourd'hui, là, Saïd Penda est sorti, il a donné quelques détails. Mais si on peut en parler comme ça, et depuis lors même j'en parle, et je vous avais même dit que la semaine passée, on a attrapé des gens, donc ce n'est pas vraiment un secret. On le sait. Mais Saïd donne quelques détails, et il était important qu'on vienne, sans rentrer dans plus de détails, on va vous lire ça pour vous dire de ne pas vous inquiéter, parce que les autorités actuelles savent ce qu'elles font, et ont la pleine capacité de gérer le pays, et donc nous demandons aux uns et aux autres d'être sereins. Et donc à leur époque, lorsque Laurent Gbagbo était au fait de son pouvoir, voici ce qu'il disait. C'est un homme ivoirien qui veut faire monter inutilement la tension en Côte d'Ivoire. C'est inutile. C'est jamais, mais si jamais tu vas faire quoi? Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Nous nous connaissons tous. Et il faut qu'on se respecte. Nous nous connaissons tous. Et il faut qu'on se respecte. Si jamais, mais si jamais tu vas faire quoi? Nous nous connaissons tous. Et il faut qu'on se respecte. Et donc, Laurent Gbagbo, cette fois-ci, tu vas connaître le vrai Alassane Ouattara. Toi, Chaka Dian, là, pour toi, ça serait un vite fait. Mais on ne parle même pas beaucoup de tout ça. Parce que ce qui doit arriver là n'a pas besoin de publicité. Vers un Conseil national de transition bis. Selon plusieurs sources sécuritaires de très haut niveau, les opposants ivoiriens planifieraient un coup d'État, comme celui qu'ils ont tenté en 2020. Le plan, en plusieurs phases, connaîtrait déjà un début d'exécution avec les récents événements. Saïd Penda nous dit qu'il y a des hauts gradés de l'armée qui lui ont dit qu'actuellement là, Chaka Dian, Tidjane Thiam, Blé Goudé, Soro Guillaume, Simone Ivé et tous les opposants que vous connaissez là, à part le RHDP là, tous ceux que vous connaissez là, ils sont en train de préparer un coup d'État. Ils ont déjà positionné certains des gens. Ils ont déjà pris contact avec le Burkina et le Mali. Ils ont déjà pris contact avec certains anciens mercenaires libériens. Et lorsque Blé Goudé était sorti, il était allé à la recherche de marchands d'armes. Chaka Dian, lui, son rôle, c'était de faire le sabotage des institutions de la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo, lui, son rôle, c'était d'apporter sa caution à partir de l'extérieur. Et donc, il dit, Saïd Penda dit que ce qu'ils ont fait en 2020, là, et puis ça n'a pas marché, là, que ces mêmes choses-là, ils veulent faire en 2025. Mais que c'est un plan. Ils ont fait ça en plusieurs phases. Mais ils ont déjà mis en place les premières parties. Et qu'il suffit de regarder dans les 3 semaines passées, là, tu vas déjà voir quelques éléments qu'ils ont commencé à mettre en œuvre. Il dit par exemple, 1. On mène une opération de discrédit des institutions. Dans le cas d'espèce, il s'agit de délégitimer complètement la CEI. Il dit, le fait qu'ils sont en train de saboter la CEI, là, c'est pas la CEI. C'est un plan pour essayer de faire détester, de saboter toutes les institutions du gouvernement. Et quand vous regardez les éléments de langage qu'ils ont, ils disent que la CEI,
c'est un comité de base du gouvernement. La CEI est bancale. La CEI est contre les Ivoiriens. Ils utilisent leur bouche pour salir les gens. Il faut faire sortir les gens de la commission électorale indépendante. Ça, c'est la première partie. Il dit un deuxième exemple. On lance une campagne de pourrissement et de sape à l'intérieur. Et c'est Laurent Gbagbo qui doit s'occuper de ça. Ça veut dire une campagne de dénigrement, une campagne de sabotage. Et hier, je vous ai longuement parlé de Chaka Dieng parce que lui, il comprend un peu anglais, même si son anglais n'est pas bon. Lui va aller mentir aux gens pour que quand un malheur va arriver à la Côte d'Ivoire, quand ils vont attaquer la Côte d'Ivoire, tout le monde va dire, mais partout on parlait mal des autorités ivoiriennes. Donc, quand ils ont fini leur plan, la réunion qu'ils ont eue ensemble en Europe là-bas, Gbagbo, quand lui vient, lui doit continuellement créer toute action qui peut saboter les institutions. Tout ce qui peut saboter les institutions. Il n'a qu'à poser ces actes-là, les gens vont le suivre dedans. Ça, lui, son rôle, c'est de faire le pourrissement, le sabotage à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Maintenant, Chaka Dieng, lui, reste en dehors de la Côte d'Ivoire. Et Tidjam Thiam conduit ce volet à travers les interviews dans les médias internationaux et le lobbying direct, notamment auprès d'Emmanuel Macron. Et maintenant, lui va utiliser tous les médias qui sont à l'extérieur. Ils mettent des moyens en place. Ils font de la corruption avec certains journalistes. Et ils vont beaucoup parler de la Côte d'Ivoire en mal. Et montrer que tout va tellement mal en Côte d'Ivoire que quel que soit ce qui arrivera aux dirigeants africains. Et actuellement là, quand il était allé en France, il cherchait des moyens pour convaincre Emmanuel Macron qu'il faut que Emmanuel Macron les aide à pouvoir chasser les autorités ivoiriennes par la violence. Et ça, c'est le rôle de Chaka Dieng qui s'occupe de cela à l'international. Le troisième exemple que Saïd Pena nous donne, on demande un dialogue dont l'unique but est de faire diversion et du dilatoire pour bloquer le processus électoral, de sortir et à ce que nous arrivions en octobre 2025 sans élection, histoire de rendre le président Alassane Ouattara inconstitutionnel et ainsi légitimer l'idée d'une transition où l'irruption d'un officier suicidaire tentera de s'emparer du pouvoir. Bon, pour les élèves de la classe, il n'y a pas de nouveau. Ça, on vous a expliqué depuis des mois. Depuis ils ont commencé vers le début, là, je vous ai expliqué ici qu'ils veulent créer un blocage artificiel pour qu'on atteigne octobre 2025 pour dire qu'Alassane Ouattara, tu ne respectes plus la Constitution. Et maintenant, toutes les portes seront ouvertes. Donc, ce n'est pas un fait nouveau pour nous. Mais si on réexplique, c'est parce qu'on a trop vite expliqué. Mais maintenant que la réalité est en train de se mettre en face de vous, ceux qui étaient encore des sceptiques, vous allez bien comprendre. Parce qu'il y a des gens là, eux, tant que le malheur ne tape pas à leur porte là, eux ne comprennent pas. Donc, la troisième stratégie, c'est le dialogue qu'ils demandent là. En réalité, ils n'ont pas besoin de dialogue. En réalité, ce n'est pas un dialogue qu'ils demandent. Parce que ce qu'ils demandent là, c'est un cadre de discussion avec le gouvernement. Tout ce que le gouvernement va dire là, ils vont dire on n'est pas d'accord. Et ils vont faire des demandes qui seront tellement surprenantes, rocambolesques, étonnantes, que vous n'allez pas croire. Alassane Ouattara, il faut divorcer d'avec maman Dominique, tu vas marier Simone. Ça là, vous allez entendre des choses comme ça là-bas. Alassane Ouattara, nous on veut que tu changes ton premier ministre, parce que Begré Mambé là, on ne l'aime pas. Alassane Ouattara, on veut que vraiment, les ponts que tu as construits là, il faut prendre, tu vas tout bombarder, et puis maintenant on va revenir au point de départ, et puis on va voir maintenant qui peut faire quoi. En réalité, c'est pour créer de la diversion. Quand ils seront dans ce cadre-là, au moment où on dit qu'on est en discussion, ils pensent que nous, on va dormir et puis ils vont frapper dans notre dos. C'est pour créer du dilatoire. C'est pour que le gouvernement se mette au même pied d'égalité avec eux, pour qu'ils puissent dire à leurs militants, vous voyez, le plan pour frapper dans le dos du gouvernement, là, vous voyez qu'ils sont en train de discuter avec nous. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la peur est du camp du gouvernement. Et donc là, laissez-nous, on va continuer comme ça. On ne va céder à rien, parce que depuis 2010, on a cédé à rien.
On n'a même pas demandé pardon aux Ivoiriens, mais on va s'imposer aux Ivoiriens et on va s'imposer à la vérité elle-même. Faites-nous confiance. Tant que le gouvernement va refuser, on va portraire le gouvernement. On va montrer le gouvernement comme des gens qui ne veulent pas aller au dialogue, des gens qui sont fermés sur eux-mêmes et donc des gens qui sont des ennemis de la paix. Et donc, ils vont profiter de cela donc pour chaque fois que le gouvernement, quelle que soit la bonne foi du gouvernement, quelle que soit la bonne foi du gouvernement, ce que le gouvernement va dire là, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est dans ça on va rester. Dans ça on va rester. Ils vont dire, bon, même les élections là, comment on appelle la RLE là, l'enrôlement là, il faut qu'on ouvre ça jusqu'en juin. Or, ils savent très bien qu'il faut que les dossiers, pour ceux qui veulent être candidats à la présidence là, on dépose ça 3 mois avant octobre. Mais ils vont tout faire pour mélanger. Et donc, quand ils vont arriver à faire ça maintenant, quand on sera au soir du 25 octobre 2025, dès que la première minute va sonner à minuit 01, ils vont dire, bon, oh, on ne reconnaît plus Alassane Ouattara. On ne reconnaît plus Alassane Ouattara. C'est vrai, il avait été élu, il était le président. Tout ça là, c'est le passé. Mais aujourd'hui, on vous parle là, à l'instant T là, il n'est plus le président de la République. Donc, nous demandons un gouvernement de transition. Et donc, nous demandons un gouvernement de transition. Et nous invitons l'armée donc à prendre ses responsabilités pour faire respecter les institutions. C'est Alassane Ouattara même qui a voté la Constitution de 2016. Qu'est-ce que dit la Constitution de 2016? Donc, maintenant là, nous disons maintenant à tous les Ivoiriens et à l'armée de prendre leurs responsabilités. Et s'il y a des officiers suicidaires, en complicité avec Dogbo Blé et avec certains mercenaires et l'appui du Burkina et du Mali, ils vont frapper Abidjan et ils vont faire des fronts à Bouaké et dans le nord du pays pour enflammer tous les fronts au même moment. Et quand ils vont enflammer tous les fronts au même moment, ça sera la débandade et la panique. Et comme ça maintenant, s'ils n'ont pas réussi le coup d'État, Soro Guillaume, en appui du Burkina et du Mali, vont tout faire pour prendre un bout de territoire de la Côte d'Ivoire, pour imposer le scénario de septembre 2002 à la Côte d'Ivoire. Mais ça, ce sont des plans que les opposants ont prévus, mais sans jamais tenir compte que les gens aussi qui sont au pouvoir, là, il y a des gens qui réfléchissent. Et que le gouvernement, là, eux, ils ont leur plan. Ils ont fait un bon plan, mais ils n'ont pas inclus dans leur plan au cas où les choses ne marchent pas pour eux. Ils n'ont pas inclus ça. Mais ce n'est pas à moi de vous le rappeler. Rappelons qu'en octobre 2020, l'opposition ivoirienne avait tenté ce que l'on pourrait qualifier de coup d'État. L'annonce publique de la mise en place d'un Conseil national de transition comme couronnement d'une série d'actions subversives avait obligé le pouvoir à réagir énergiquement par l'arrestation de plusieurs responsables de ce putsch civil, et chose que personne n'aurait pu imaginer quelques semaines plus tôt. Henri Konan Bédié n'avait échappé à la prison que grâce à son âge avancé et à la magnanimité du président Alassane Ouattara. Le président du PDCI d'alors, Henri Konan Bédié, fut néanmoins astreint à la résidence surveillée. Son domicile à Abidjan, mis sous blocus total, personne ne pouvait y entrer ou en ressortir. Et donc, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020. On ne va même pas raconter quoi que ce soit à quelqu'un. Si en 2020, les opposants avaient réussi à perturber sérieusement la présidentielle dans plusieurs localités et à restreindre les mouvements des personnes et des biens en paralysant la circulation sur certains axes routiers, mes sources sécuritaires affirment que le pouvoir a anticipé tous les scénarios cette fois-ci. Saïd Penda nous dit, ce qu'ils ont fait en 2020, là, que vous vous souvenez quand le chef de l'État passe son voyage là, le 9 février, quand il a fini sa rencontre avec le corps diplomatique, après ça il allait en France. Avant d'aller en France, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas s'il y a des élèves de la classe qui s'en souviennent. Vous les élèves de la classe, je vais frapper quelqu'un parmi vous. On vous donne des coups, vous oubliez. Mais c'est pour plaisanter. Il a dit, je donne instruction aux forces de défense et de sécurité de me mettre un plan de protection et de sécurisation du pays en place. Peut-être que certains vont se souvenir maintenant. Donc là, Saïd dit qu'ils ont fini le travail. Et le travail n'a pas été fait simplement pour sécuriser le pays. Mais tous les scénarios
ont été étudiés. Ça veut dire que tous les cas de figure ont été pris en compte. Des dispositifs de renseignement sont sur le terrain depuis novembre dernier et les troupes de la police et de la gendarmerie seront déployées longtemps à l'avance pour circonscrire à tout trouble. Ce que vous ne savez pas là, avant février, depuis novembre là, en réalité là, le travail était fini déjà. Le travail là, le président n'a fait que dire, mais le travail était fini il y a longtemps. Donc il dit, il va vous donner un seul exemple. Est-ce que vous pensez que la grève des enseignants là, c'était une simple grève? Ce n'était pas une simple grève. Mais comment ça a été neutralisé? Et puis, c'est même pas aller loin même. On a eu l'impression que c'est simplement des gens qui étaient mécontents. Non, non. C'était une stratégie. Mais ça a été étouffé de la belle des manières. Bon, on va vous dire la vérité. Hein. Depuis novembre 2024, là, il y a un dispositif de renseignement qui est sur le terrain. Ceux-là, tu ne peux pas t'amuser avec eux. Et donc là, on a déjà pris toutes les dispositions. Et ces forces ont été déployées en avance. Mais bientôt, il y a d'autres forces de police et de gendarmerie qui vont être déployées. Vous n'allez même pas les voir et vous ne saurez même pas que c'est eux. Mais à la moindre incartade, eux-mêmes là, ceux-mêmes qui seront les auteurs ne comprendront rien. Peut-être que ce que nous on dit là, on est en train de mentir. Mais on attend de voir la première personne qui va s'essayer. Par ailleurs, les dignitaires de tous les partis d'opposition sont suivis discrètement au quotidien, dans tous leurs mouvements, sans entreprendre la moindre action qui pourrait perturber leurs activités politiques légales. On ne les lâche plus. Et il ferait mieux de rester dans les actions licites, m'a confié une source. Saïd Penda dit qu'en plus de ça, là, que tout ce que vous voyez en train de vadrouiller dans le pays, là, il dit, regardez-les, ils pensent que tout ce qu'ils font n'est pas au courant, mais il dit, actuellement, là, ce qui est à côté d'eux-mêmes est plus grand qu'eux-mêmes. Ça veut dire, dans leur propre dispositif de leur parti, là, on a ceux qui nous donnent les informations sur eux-mêmes, là, sont dans leur propre parti politique, là-bas. Et c'est des gens qui ne peuvent pas imaginer. Et ne vous fatiguez pas, ne vous paniquez pas. Ceux qui donnent les renseignements sur vous, là, ils sont dans vos partis, mais vous ne pouvez pas du tout les soupçonner. N'essayez même pas de changer les gens qui sont à côté. C'est peine perdue. C'est plus fort que ça. Et donc, chacun peut jouer avec ce qu'il veut, mais que personne ne soit surpris des conséquences de ses propres actes. Ça, c'était important à faire savoir. Et pour les Ivoiriens qui sont soucieux de l'avenir du pays, et pour les Ivoiriens qui veulent construire un avenir pour eux et pour leurs enfants, voici le conseil que ce pasteur congolais donne aux Ivoiriens. Et donc, on voulait savoir qu'est-ce qui fait que la Côte d'Ivoire a autant de place dans le cœur de pasteur Marcelo. Donnez-moi la main, je vais parler. Amen. Hein? Peut-être vous ne le savez pas, mais j'aimerais vous dire qui vous êtes. En Afrique et dans la francophonie. Je veux parler de manière générale avant de parler de manière spirituelle. Chaque fois que Dieu veut élever un Congolais dans le monde, il doit passer par la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Que ce soit les musiciens, et même mettons pas Dieu, mettons de manière générale, chaque fois qu'un Congolais veut monter, il passe par la Côte d'Ivoire. Que ce soit dans la musique du monde, la musique chrétienne, que ce soit dans l'œuvre de Dieu et tout. Pourquoi vous? Vous savez pourquoi? Vous avez une qualité. Vous n'êtes pas tribaliste, vous consommez la grâce, point barre. Vous consommez le talent, point barre. Qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal, si c'est la grâce, ça vous fait du bien, vous pensez. Amen. Vous êtes un peuple qui respecte les choses, les talents, les onctions des gens, sans tenir compte de leurs origines.
c'est une grande qualité. Ce qui fait que lorsqu'on est chez vous, on se sent chez soi parce que vous honorez tout ce qui est bien. Si c'est bien, l'Ivoirien aime. Que ce soit de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, vous n'êtes pas ce genre de personne. Ah, il n'est pas notre frère, on va pas y croire. Il n'est pas d'ici, on va pas y croire. Ce qui fait qu'il y a des Camerounais qui prospèrent chez vous, des Congolais qui prospèrent chez vous, et vous êtes heureux. Facilement, on peut être le frère d'un Ivoirien. Facilement, on peut être l'ami d'un Ivoirien. Facilement, on peut venir en Côte d'Ivoire, être soutenu par des Ivoiriens. Vraiment, gardez cette qualité, conservez-la, et Dieu vous enverra toujours, vous enverra toujours des personnes exceptionnelles, parce que Dieu envoie la grâce là où elle est célébrée. Ce qui fait que, lorsqu'ailleurs les gens critiquent leurs frères, Dieu les envoie en Côte d'Ivoire pour être consolés, pour être soutenus. C'est vraiment un ministère que vous avez, et c'est pourquoi Dieu bénit votre pays. Peut-être que vous ne savez pas, votre pays est béni, hein? Nous faisons chaque fois une année, nous partons, nous revenons après une année. Et moi, chaque année, quand je reviens, ça évolue. D'ici là, vous serez comme l'Afrique du Sud. Hein? Amen. Continuez sur cet élan, je vous dis. Parce que quand on est autochtone, on voit plus ce qui ne va pas. Mais nous qui venons d'ailleurs, vous avez un pays formidable, des dirigeants formidables. Je vais pas, même s'il y a les élections, c'est pas que je fais la propagande, hein, mais je constate, il y a un bon leadership. Ne détruisez pas votre pays. Quand les élections vont venir, ne détruisez pas votre pays. Traitez tout dans la paix, ne détruisez pas, ne cassez pas, ne perdez pas votre vitesse. Vous êtes formidable, vous êtes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Amen. En tout cas, je pense que malheureusement, on ne pourra pas poser. Celui qui a parlé là, il s'appelle le pasteur Marcelo. Il n'est pas comme ces pasteurs et évêques politiciens qui pensent à leur ventre. La bonne parole là, l'évangile là, ça veut dire la bonne parole. La parole qui donne du courage. La parole qui donne de l'espoir. C'est ça le mot évangile veut se dire. Tu n'as pas besoin d'être chrétien, tu n'as pas besoin d'être musulman. Tout le monde peut professer la bonne parole. Et ce qu'il a dit là, ça n'a pas une coloration religieuse. Il dit, lui il est congolais. Contrairement à beaucoup de pays africains, où quand tu veux réussir dans ton pays, on dit nul n'est prophète dans son propre pays là. Il dit, mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien là, lui ne regarde pas qui tu es. Il regarde ce que tu peux apporter. Il dit, dans ce que tu peux apporter là, il ne cherche pas à savoir tu viens de l'Est, de l'Ouest, de l'Ouest. Il dit, c'est ça la grâce de Dieu. Il dit, lui n'est pas Ivoirien, lui il est Congolais. Lui il vient une fois en Côte d'Ivoire. Il dit, mais si tu es Ivoirien là, toi tu es déjà habitué à ce que tu vois. Tu ne connais pas la valeur. Mais lui qui sort une fois chaque année pour venir en Côte d'Ivoire là, chaque année quand lui vient là, lui voit que la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer seulement. Il voit que la Côte d'Ivoire ne fait qu'évoluer. Et il se demande, il dit, mais qu'est-ce qui fait que la Côte d'Ivoire évolue? Il dit, c'est d'abord la grâce que Dieu a mis dans le cœur des Ivoiriens de ne pas détester l'homme, l'humain. On aime l'humain tant qu'il peut apporter quelque chose qui est une grâce. Mais en plus, la deuxième chose, il dit, si on continue comme ça, la Côte d'Ivoire sera comme l'Afrique du Sud en termes de développement. Il dit que les dirigeants actuels là, ils ont de la suite dans les idées. Les dirigeants actuels là, ils ont une bonne volonté d'aider les Ivoiriens pour que vous soyez peut-être le seul pays développé de l'Afrique de l'Ouest. Chers Ivoiriens, est-ce que vous voulez vous comparer aux pays qui sont en retard ou bien vous voulez qu'on dise que la Côte d'Ivoire est le seul pays développé de l'Afrique de l'Ouest? Il dit ça dépend de nous-mêmes. Qui ne va pas parler de politique de Côte d'Ivoire? Mais s'il avait quelque chose à dire aux Ivoiriens là, c'est de ne pas s'amuser à se laisser distraire. Parce que non seulement on a la paix et on a tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais
c'est aussi l'avenir de nos enfants qu'il faut préparer dans un environnement paisible, serein. Et il a dit de très belles paroles. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Ça veut dire la bonne parole, que tu sois chrétien ou pas, mais ça te fait sortir de toi-même pour dire vraiment, ça là, la vérité là, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de religion. Et quand un pasteur ou même un prêtre fait quelque chose de bien là, nous on va dire ça aussi devant tout le monde. De la manière on critique ceux qui sont dans la politique et ceux qui font l'œuvre du diable là. On va aussi dire ceux qui parlent et qui prêchent l'évangile de Jésus, fils de Marie là. On va dire ça devant. Et ce que Marcelo a dit là, je ne sais pas si lui-même il est bien mais il est mauvais, hein, mais la parole qui a été évoquée là, c'est une parole de l'évangile. Et ça, nul ne pourra le contester. Parce qu'il fait la promotion de la vie. Parce qu'il fait la promotion de la grâce divine. Et c'est ça, le socle même de la grâce. Je ne suis pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour l'accomplir. En l'accomplissant, je vais expliquer correctement ce qui se trouve dans les décalogues. Je ne suis pas venu pour changer. Mais là où vous voulez tromper les gens, moi, Jésus, fils de Marie, je vais venir expliquer. Je suis certain enfant en face de vous. Parce que vous vous êtes fait entourer par de la fausse armure et par de faux titres. Et chaque fois que je parle, vous dites, mais toi tu n'es qu'un enfant, toi tu n'es qu'un enfant. Mais je vais vous attraper avec des questions que vous ne pourrez pas expliquer. Et c'est moi seul qui va vous donner l'explication. C'est moi seul qui va vous donner l'explication. Quand vous venez me demander, la femme qui a eu à marier 3 ou 4 frères, ben je vous ai répondu que le jour de la résurrection, il n'y aura ni homme ni femme. Quand tu meurs là, tu n'es plus femme, tu n'es plus homme. Je vous ai expliqué. Et donc, l'œuvre que je fais là, ce n'est pas l'œuvre des humains. C'est l'œuvre de Dieu que je suis venu accomplir. Je ne suis pas venu pour faire ma passion. Et après moi viendra le Paraclet. Et lui aussi va parler sous l'inspiration de l'ange Gabriel. Et il n'aura pas l'occasion de dire ce qu'il a envie de dire, mais il dira ce qui lui a été commandé par l'instruction de son Seigneur, parce qu'il sera un homme illettré. Mais un homme illettré n'est pas un homme insensé. De quoi est-ce que vous êtes en train de nous parler? Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité-là ne tient pas compte des religions. Chers Ivoiriens, on vous a beaucoup conseillé. On vous a beaucoup parlé. Mais c'est à vous de faire le choix de vos propres destins.